9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. America is back. Je laisse un peu les applaudissements parce que c'est ce qui s'est passé cette nuit devant le Congrès, 1h40. Ça ressemblait, ce que me disent certains, les auditeurs aussi, ça ressemblait à un meeting plus qu'à une prise de parole devant le Congrès américain. Alors, nous allons en parler de ce discours de Donald Trump, mais également de tout ce qui est en train de se passer, de ce qui s'est passé la semaine dernière, d'Emmanuel Macron qui va prendre la parole, parce qu'on assiste à un basculement. Ça va très très vite quand même. C'est comme ce que disait Sébastien Chenu, qui était mon invité. C'est une série télé qui est devant nous actuellement. Non mais c'est vrai. Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, comme chaque mercredi. D'ailleurs, oui, une remarque sur ce que l'on vit en fait actuellement là. Je l'annonce chez vous. J'ai décidé de m'engager comme réserviste de l'armée française dans l'hypothèse d'une guerre en Ukraine dans laquelle la France sera impliquée en termes d'envoi de troupes. Ah bon ? Oui. Il se trouve que plus jeune, j'ai travaillé dans le renseignement militaire il y a quelques années, donc je pense pouvoir être utile. Je le dis publiquement pour que les choses soient parfaitement claires, parce que je pense que quand on est une personne publique et qu'on prend position sur ces sujets-là, ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui, je peux pas dire que le soutien de l'Europe à l'Ukraine doit être total et ensuite proposer juste qu'à titre personnel, je reste dans mon salon. C'est trop facile. J'ai toujours méprisé les intellectuels de salon qui proposent un engagement ferme, mais qui ne s'engagent pas eux-mêmes. Donc ça, c'est mon premier élément. Et j'ajoute que je suis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis très fier d'être français, parce que il y a 2 Français sur 3 dans le dernier sondage Elab BFM qui sont pour continuer l'aide à l'Ukraine. Donc je suis content parce qu'apparemment, en termes de sentiment général dans le pays, on n'est pas parti pour être à nouveau des Munichois. Et j'avais cette inquiétude parce que, de mon point de vue, si nous Européens, nous lâchons l'Ukraine, ça veut dire que nous, Européens, nous sommes des lâches, fondamentalement, par rapport aux idéaux que nous prétendons porter. Ouais. Je veux dire, c'est la guerre d'Espagne de ma génération, si vous voulez. Petite précision, Thomas Guénolé, vous engagez comme réserviste dans l'armée. Il n'est pas question d'envoyer des troupes au front aujourd'hui pour se battre. Et aujourd'hui, demain, c'est possible. Ce qui a été, ce qui a été évoqué alors non, mais peut-être, mais ce qui a été évoqué pour l'instant, c'est l'envoi ensuite de troupes pour faire respecter le cessez-le-feu, un peu comme les casques bleus comme on l'a connu précédemment, quoi. C'est ça. On n'en est plus au stade où on peut considérer comme certain qu'il n'y aura pas d'engagement de troupes. Vous voulez que la France s'engage dans la guerre, alors ? Je suis pas en train de vous dire que je le souhaite. Si. Moi, ce que je souhaite, c'est la paix. Mais si vous voulez que la Russie signe la paix, il faut que la Russie perde. Bon. Elisabeth Moi, je pense que Thomas est plein d'excellents sentiments et de courage, et je le félicite pour cela. Mais la réalité, c'est que aucun soldat français n'ira se battre en Ukraine. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Je le constate. Les envois de troupes dont il est éventuellement question aujourd'hui, et j'y suis tout à fait favorable, ce sont des envois de troupes de maintien de la paix. Il faut donc qu'il y ait une paix à maintenir. Alors, maintenant, effectivement, l'histoire n'est pas juste. Quand vous êtes un petit pays à côté des gros, surtout de la Russie, votre vie n'est pas facile, et je crois que contrairement à ce que dit tout le monde, d'ailleurs, la Russie n'a pas gagné. Je vous rappelle que Poutine voulait être à Kiev, Poutine voulait en 3 jours. Je vous rappelle que il voulait priver l'Ukraine de ses accès à la mer Noire, ce qui ne sera pas le cas visiblement, même si la Russie garde la Crimée. Donc l'idée de dire Poutine a tout gagné, c'est il voulait faux. Gagner en 3 semaines. D'ailleurs, ça fait 3 ans. Poutine n'a pas tout gagné. Maintenant, si vous voulez, non, nous n'allons pas, personne. Si vous voulez, c'est très compliqué d'envoyer des gens se faire trouer la peau dans un autre pays, et d'envoyer des jeunes se faire trouer la peau. On verra ce que disent les Français si un jour ça doit se faire, mais à mon avis ça ne va pas se faire. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, et moi j'ai envie de dire finalement merci Donald Trump. La forme de cette réception de Zelensky à la Maison Blanche était tout à fait dégoûtante, parce que normalement quand vous êtes fort, regardez, moi je suis beaucoup plus costaud que Thomas, mais je fais semblant. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous êtes fort, vous n'êtes pas obligé d'écraser l'autre parce que vous êtes le plus fort. Bon, il s'est comporté comme une brute de cour de récréation. Il a été aussi pas. Il n'a pas été très malin psychologiquement quand il a dit vous allez voir vous aussi, vous allez. Bon, bref, mais en tous les cas, c'était dégoûtant. Maintenant, moi
ça ne me choque absolument pas que les Américains disent l'Ukraine, c'est quand même pas tout à fait notre problème. Je veux dire, on ne va pas. Pour l'instant, c'est le contribuable américain, si vous voulez, qui est en train de s'occuper de cette affaire. Il me semble que c'est un enjeu d'abord pour l'Europe. Et j'ai envie de dire merci Donald Trump. Nous sommes au milieu du gué. Les Américains ne sont pas sortis de l'OTAN, ils ne sont pas sortis du traité de l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, si la France est attaquée, l'Amérique doit lui porter assistance. C'est comme ça, c'est dans le traité. C'est pas, on est au milieu du gué, on ne sait pas. On ne sait pas, avec Trump, on ne sait pas comment ça va tourner. Justement. Mais il y a une chose qui est sûre. Ça fait des années qu'ils nous le disent. Et moi, j'ai toujours eu honte de notre propension à brailler pour notre retraite, à brailler pour nos prestations sociales et à laisser d'autres payer pour notre défense. Eh bien non, non. Il faut aujourd'hui que nous nous réarmions, ça je l'ai dit hier dans ma chronique, et on en parlera certainement. Je ne crois pas du tout à cette affaire de défense européenne. Je suis désolé, personne ne va mourir pour l'Union européenne. Non, mais l'Europe, pour l'Europe, pourquoi pas ? On peut mourir pour l'Ukraine, pour la France, pour l'Angleterre, pour une certaine idée de l'Europe, pas pour l'Union européenne. Personne ne va faire ça. Et donc, je crois qu'il faut des accords, mais je crois que c'est le moment pour chaque pays de retrouver sa souveraineté. Le discours, vous avez parlé du discours de, et j'arrête tout de suite, vous avez parlé du discours de Trump, Patrick, et vous avez raison, mais il y a eu le discours de Merz. Merz qui annonce le quoi qu'il en coûte allemand. Enfin, c'est incroyable. Ce qui est en train de se passer en Allemagne est incroyable. C'est la Belle au bois dormant se réveille, donc pas plutôt avec un bourre-pif qu'avec un grand baiser, mais c'est pas mal qu'on se réveille. Oui, c'est effectivement des coups de colère de Trump réveillent ici de l'autre côté de l'Atlantique. Quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Guénolé ? Oui, en fait, je ne pense vraiment pas que Donald Trump ait fait exprès, mais il est en train de provoquer est-ce que vous croyez, parce le que réveil de comme c'est un négociateur, non, etc., il avance en fait à chaque fois ses pions. Pas que Trump soit le diable. Je ne parle pas de diable. Non, mais je sais que tu n'as pas dit ça. Pardon. Oui, pour certains, oui. Je voudrais insister sur le motif pour lequel il faut non seulement continuer à aider l'Ukraine en armement, en argent, en aide humanitaire, mais en fait il faut intensifier massivement cet effort-là. D'abord par solidarité européenne. Soit l'Europe existe, en tant que communauté de valeurs, soit elle n'existe pas. Si vous considérez qu'elle n'existe pas, c'est votre droit le plus strict. Si vous considérez qu'elle existe, ce qui est mon cas, quand l'Ukraine se fait envahir par un agresseur à vos portes, vous devez intervenir. Là, c'est une première raison que je qualifierais de morale. Après, il y a une raison plus, géopolitique, plus de sang-froid, j'allais dire, c'est que l'Ukraine a été envahie par la Russie. La Russie est l'agresseur. Si vous le laissez faire, vous envoyez un signal au monde entier qui est un permis, qui est un permis d'envahir. C'est-à-dire vous pouvez envahir un autre pays sans qu'il y ait de conséquences du moment que vous êtes le plus fort face à au pays que vous envahissez. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment la porte ouverte au chaos. Au sens où chacun va aller chercher le petit bout de territoire qui l'intéresse dans le voisin plus faible d'à côté. Depuis des siècles, voilà. Et moi, je n'ai pas envie qu'on revienne. Moi, je n'ai pas envie qu'on revienne dans ce monde-là. J'ajoute, Thomas. J'ajoute que, comme tu l'évoquais d'ailleurs, l'aide, une raison supplémentaire, c'est qu'elle est très efficace. Je veux dire, qui aurait cru si je vous avais dit il y a quelques années, si demain la Russie envahit l'Ukraine, l'armée ukrainienne l'arrêtera. Personne ne l'aurait cru. Personne ne l'aurait cru. Alors que là, je vous parle, l'armée russe n'est pas aussi forte qu'on l'a présentée. Contrairement, non, mais c'est surtout que l'armée ukrainienne est très courageuse et très bien armée. Mais par nous d'ailleurs. La Russie, alors je vous parle, contrairement à une propagande russe efficace mais fausse, la Russie, alors je vous parle, elle est enlisée. Il était question d'atteindre Kiev en 3 jours et de conquérir l'ensemble de l'Ukraine en 3 semaines. Là, ça fait 3 ans, ils en sont péniblement à 1/5 du territoire. Ils ont eu 300 000 morts, au moins. Oui, bien sûr. Non, mais vous venez de contredire ce que vous dites, parce que vous dites c'est le signal que tout le monde peut envahir et que c'est facile. La réalité, c'est que le signal. J'ai pas dit que c'était facile. Attendez, pardon. La réalité, c'est que le signal qui a été donné, c'est que même la Russie, quand elle se retrouve face à des armes américaines ou européennes, c'est pas si simple. Donc, moi, je ne crois pas du tout que la guerre va reprendre et va continuer. Je pense que la guerre va s'arrêter, que l'Ukraine est épuisée. Je pense que Poutine, il va y avoir un accord qui sera certainement assez léonin pour l'Ukraine, mais qui sera beaucoup moins
qui maintiendra malgré tout, ce qui n'était pas du tout gagné au départ, la souveraineté de l'Ukraine. Je ne crois pas que nous allons aller nous battre. Voilà. En revanche, je crois que nous devons comprendre une chose. Et j'ai entendu François Bayrou hier, mais pendant des années, c'est ce que j'ai appris à Sciences Po. Enfin, c'est un peu plus tard, hein, parce qu'à Sciences Po, j'étais dans les années 80, mais au moment de la crise des euromissiles, d'ailleurs, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles à l'est, vous vous rappelez. Très bien, quoi. Mais ce que j'ai appris, si vous voulez, c'est que le merveilleux monde du multilatéralisme, du droit, des organisations internationales, que c'est comme ça, si vous voulez, c'était la charte de l'ONU, et nous, les peuples du monde, nous allons maintenant régler nos différends dans l'amour et la paix. Eh ben, pas du tout. Si vous voulez, ce qu'on a découvert, mais parce que nous, on est vraiment des naïfs et que nos dirigeants, nos élites nous ont raconté n'importe quoi, parce que l'idée, c'était quoi? C'était nous, faisons de la dépense sociale, consommons, etc. Les Américains payent pour notre défense, et de toute façon, la guerre, c'est fini. Voilà, c'est terminé, la puissance, tout ça. En réalité, nous devons abandonner cette illusion d'un monde régi par le droit. Bien sûr, on ne va pas supprimer le droit. Mais en réalité, le droit tient assez peu face au le droit repose sur la force. Rapport de force. Mais ce que je sais, c'est que dans ce monde-là, si vous voulez être respecté, il faut être un méchant. Il faut avoir des grosses armes. Il faut avoir une bonne armée. Donc il faut être Donald Trump. Pas nécessairement. Non, il faut s'armer. Il faut, je veux dire, quand je dis à les gens, on poursuit dans un instant. On poursuit dans un instant, évidemment. Les États-Unis sont sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu et n'en connaîtra peut-être jamais plus. C'est ce qu'il a dit cette nuit, Donald Trump, donc lors de son discours devant le Congrès pendant 1h40. Et vous avez écouté toute la nuit. Évidemment, en préparant la matinale. Non, j'ai écouté évidemment que des extraits, mais beaucoup d'extraits. Nous en parlons tout à l'heure. Et vous pouvez réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? La méthode Trump, qu'en pensez-vous? 0826 300 300. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security. Voilà, donc cette nuit un autre extrait, Elisabeth Lévy, donc de Donald Trump devant le Congrès 1h40. Il assure, donc je résume là, mais que Zelensky lui a écrit une lettre pour dire que l'Ukraine était prête à négocier, notamment sur les minerais, etc., et que la Russie envoyait des signaux forts indiquant qu'elle était prête pour la paix. Alors écoutez, moi j'ai entendu, alors je vous l'avoue, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai entendu sur notre excellente radio des extraits de cette lettre. Après j'ai regardé quand j'étais dans le métro. Alors je dois dire, c'est quand même rude les relations internationales, parce que bonjour, la correction, enfin l'humiliation, si vous voulez, et le courage qu'il a fallu quand même à Zelensky pour écrire cette lettre où il s'écrase, où il dit. Vous l'avez vu la lettre? Moi, je l'ai pas vue là, en fait. La lettre, il dit que il dit merci à l'Amérique, il dit qu'il va signer l'accord sur les minerais, qu'il va signer tout accord de paix sous la direction du grand président Trump, c'est-à-dire il va à Canossa. C'est le mercredi décembre aujourd'hui, et il n'a pas le choix. Donc il y a une certaine grandeur dans le fait de faire cela, mais je voulais quand même le dire à Thomas, si vous voulez, qui espère que l'Ukraine va regagner, mais ça ne va pas arriver. L'Ukraine va sortir amputée de cette guerre, mais malgré tout. Et c'est pour ça qu'elle va sortir souveraine. Et maintenant, la question qui se pose à nous, Thomas, c'est... Nous n'allons pas entrer en guerre contre la Russie, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais si on veut être respecté par la Russie, effectivement, il faut qu'on prenne de nouvelles dispositions. Quoi qu'il en soit, qu'il advienne, donc là, s'il y a un accord de paix, derrière, on doit continuer de se réarmer. C'est ce que veut dire la France, mais également l'Europe. Si tu veux la paix... Si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est quand même vieux comme le monde. Et il y a que des pays, les pays qui ont perdu... Comment ? C'est César, je crois. Civis pacem.
Parabellum. Alors c'est vieux comme César. Ouais. Je te remercie. Ouais. En tous les cas, c'est du latin, tu as raison. Oui. Thomas Guénolé, oui. Oui. Et Thomas est pour une défense européenne, alors ça m'intéresse. Oui, moi je suis tout à fait cohérent. C'est-à-dire que je pense effectivement, puisque l'Europe existe, de mon point de vue, on peut en débattre, hein, en tant que communauté de valeurs, le modèle européen, le modèle de civilisation européen, c'est la démocratie libérale et la protection sociale. On est les seuls à avoir les deux. D'accord ? C'est ça qu'on incarne à l'échelle de la planète. Ce n'est pas du tout le modèle de la Chine, ce n'est pas du tout le modèle des États-Unis, etc. Premier point. Comment dire ? Même si on n'a pas tout à fait le même modèle entre la France et la Bulgarie. Il y a des variations, mais il y a des variations tout à fait. Non, Néanmoins, vous voyez bien qu'on n'a pas du tout le même modèle que le modèle américain ou que le modèle chinois. Là, c'est plus des différences de degrés, c'est des différences de nature. Premier point. Donc, il y a un modèle européen qui vaut donc la peine d'être défendu. Deuxième point. Oui, je pense que l'Europe doit y aller, oui. Je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, au minimum, il faut que l'Europe continue non seulement à fournir des armes, de l'argent, de l'aide humanitaire à l'Ukraine, mais qu'elle soit prête, si nécessaire, à se substituer intégralement à l'aide américaine si l'aide américaine venait à être retirée. C'est ça que je dis. Et faut-il envoyer des troupes européenne en Ukraine? Moi, je pense que oui, parce que la Russie doit être... Attendez, parce que... non, mais là, on est sur des sujets très graves. Bien sûr. Que, et je vous ai dit ça en m'engageant à titre personnel. Attendez, précise-nous, pour faire quoi? J'y viens, et je vous ai dit ça en m'engageant à titre personnel, donc je suis pas en train de faire des trucs de salon, je le répète. Donc, ceci pour dire, c'est important que la Russie perde. C'est important que la Russie n'ait aucun gain territorial et qu'elle reparte sans rien, parce que sinon, vous récompensez l'invasion. On va pas y arriver. Mais ça va pas se passer, Thomas, mais ça ne va pas se passer. L'Europe a des forces militaires d'accord, mais ça ne va pas se passer. Quantitativement et qualitativement supérieures à celles de la Russie. Nous sommes plus forts qu'eux. Alors, Elisabeth Lévy. Excusez-moi, ce serait sympa qu'on parle de la réalité. Mais je parle de la réalité. Non, tu parles de tes vœux pieux qui ne vont pas... Non, mais... qui ne vont pas se passer. Ça n'est pas ce qui est en train d'être dit par Macron, ça n'est pas ce qui est en train d'être dit par Merz. Aucune personne en Europe ne dit nous allons continuer la guerre à la place de l'Amérique. Et personne ne va le faire. Donc, que vous disiez, je ne veux même pas discuter de cela, ça aurait certainement du panache. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir des valeurs communes pour se battre dans une même armée. Et d'ailleurs, je veux dire, l'armée, la défense relève de la citoyenneté, de la souveraineté. Tant qu'il n'y a pas un peuple européen, tant que je ne me vois pas décider avec des Bulgares, des impôts, de la protection sociale, de l'éducation, et je n'ai rien. J'aime beaucoup la Bulgarie, je tiens à le dire. Non, mais c'est vrai que c'est une différence fondamentale entre nous, absolument. Qui sont dans l'Europe depuis plus longtemps. Oui, moi je suis européen, c'est vrai. Je suis fédéraliste européen et je me considère européen. Pour l'instant, l'histoire va citoyen plutôt... européen. Attendez, Thomas. Thomas. Pour l'instant, l'histoire va plutôt dans mon sens, puisque malgré, ça fait 50 ans que ça dure, qu'on nous explique que l'Europe, que l'Europe fédérale, et l'Europe fédérale n'arrive pas. Et d'ailleurs, où s'est passée la grande réunion de soutien à l'Ukraine? Elle s'est passée où? Au Royaume-Uni. Oui, le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne. Donc, il faut arrêter avec cette chimère. Vraiment, je pense que c'est très grave, et de même que la dissuasion. Oui, parce que j'allais venir à la dissuasion nucléaire. Je voudrais en dire un mot, je passe... Oui, allez-y. Ça marche dans les deux sens. Moi, je crois que ça ne me choquerait pas. Si la France signe des traités avec certains de ses alliés, il faut quand même qu'il y ait des clauses secrètes. Parce que si vous dites à tout le monde, je vais utiliser ma bombe dans telle circonstance, vous êtes plus dissuasif. Mais il faut, en tous les cas, je veux pas rentrer dans la technique, que nous décidions d'étendre à certains de nos alliés, certainement pas aux 27. Notre dissuasion, c'est-à-dire nous disons, si l'Allemagne est attaquée, nous considérons que nous sommes attaqués, en gros... C'est-à-dire une sorte de traité comme le traité de l'OTAN à l'intérieur de l'Union européenne avec certains pays, ça ne me choque pas à une énorme condition. C'est que le bouton, il n'est qu'à nous. Nous ne partageons pas la décision en matière nucléaire. Ça, certainement, jamais. Jamais. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, Thomas, même si vous le voulez, les Français, la CED a déjà fait capoter je ne sais pas combien de gouvernements, la Communauté Européenne de Défense dans les années 50. Je veux dire, les Français n'en voudront pas. D'une intégration aussi poussée, les Français n'en voudront pas. En revanche, la solidarité, oui, bien sûr. Question très concrète, oui. Thomas Guénolé, vous êtes pour une Europe totale de la défense, c'est ce que j'ai compris. Donc, qu'est-ce que vous faites pour une armée fédérale européenne. Alors voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites de la dissuasion nucléaire? Vous la partagez aussi avec tous les autres? Oui, ce qui suppose... Qui appuie sur le bouton? Ce qui suppose... Van der Leyen qui... Non, ça ne peut être qu'une décision collégiale des chefs d'État et de gouvernement.
Ah bah non, ça s'appelle le Conseil. Ça s'appelle le Conseil européen. Ça, les Russes sont tranquilles alors. Ils savent qu'il y a 25 personnes qui doivent se mettre d'accord. Non mais à un moment donné, vous imaginez à quel moment on va commencer, nous Européens, à se respecter nous-mêmes. Je veux dire, c'est quoi cette espèce d'esprit de dénigrement de soi permanent qui consiste à refuser de voir que l'Europe additionnée, en fait, elle a une armée quantitativement et qualitativement plus forte que celle des Russes. Oui. Quand est-ce qu'on va voir que l'Europe, elle est doublement puissance nucléaire, puisqu'il y a le Royaume-Uni et il y a la France, qui ont tous les deux l'arme nucléaire. Voilà. Il y a 2 puissances nucléaires en Europe. Donc, la Russie a l'arme nucléaire, on est terrifié. Elle a plus de tête quand même nucléaire. La Russie que même la France et la Grande-Bretagne réunies. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Si. Non, ça n'a pas d'importance parce qu'en réalité, il vous suffit d'avoir suffisamment en dissuasion nucléaire. Oui. Il vous suffit d'en avoir suffisamment pour infliger des pertes insupportable à votre adversaire. Donc si maintenant, Thomas, parce que maintenant, je suis désolé, il y a les armes nucléaires ça n'existe pas, parlez des armes nucléaires stratégiques. Non, mais... Ah bon, ça n'existe pas. Bien sûr, demandez aux... Non, mais... Là, vous pouvez pas dire... Non, franchement, vous ne pouvez pas dire que les armes nucléaires tactiques n'existent pas. Les armes nucléaires tactiques, ça n'existe pas, ça n'a jamais été utilisé du tout. Et de toute façon... Ça peut être utilisé à un moment ou à un autre. En fait, vous faites du wishful thinking tout le temps. Non, ça existe dans la... Je connais un peu le sujet, je suis parrain de l'ICAM en France. Moi aussi, je connais un peu le sujet, figurez-vous. Non, mais un peu. Pas le même degré, excuse-moi, quand même. Ah bon, qu'est-ce que t'en sais ? Mais parce que la campagne internationale de désarmement nucléaire a une antenne en France dont je suis le parrain, donc je connais un peu le sujet. Donc je dis juste que. Non, cet argument d'autorité, excuse-moi, moi j'ai étudié la stratégie. Alors je pense que je dis des choses plus intelligentes que toi sur la dissuasion. On ne vous entend plus. Non, mais ça suffit, l'argument d'autorité, ça m'agace. L'autorité existe. Non, en l'occurrence, Thomas est pour l'autorité. T'es diplômé de Sciences Po, toi ? Oui, moi aussi, oui. Ah bon ? Bah oui. T'es diplômé de Sciences Po ? Oui, je suis diplômé de Sciences Po. L'autorité existe. Allez, on poursuit parce que là vous êtes sur ce sujet non, mais là vous êtes trop excité, donc on ne vous entend plus. Donc on va vous calmer et on vous reprend dans quelques secondes avec potentiellement aussi les auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais bien vous entendre là sur ce qu'a dit Trump en fait cette nuit. Et qu'est-ce que vous attendez aussi d'Emmanuel Macron ce soir, qui prend la parole à 20h ? On va l'évoquer bien sûr. Pour certains disent Macron est finalement boum, il va surfer, c'est le chef de guerre qui revient. Oui, non, bien sûr. Et quels habits il aura ce soir ? Vous nous appelez 0826 300. Même avec une guerre. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face. Ce que l'on vit actuellement est assez incroyable. Non, c'est vrai. Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy. Un changement de paradigme, disent les experts. Non, mais c'est ça. Je suis d'accord avec vous. C'est un basculement et tout va très vite. Oui, l'histoire s'accélère. Non, mais c'est vrai, l'histoire s'accélère en direct déjà depuis quelques années. Mais là, il y a un effet. Et ce qui, d'ailleurs, d'un mot, revenir sur ce qui s'est passé quand même vendredi. Et sans approuver ce qu'a fait Trump et Vance avec Zelensky. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont pris à témoin le monde entier dans leur discussion avec Zelensky pour dire voilà ce qu'on se dit. Ils ont dit des conneries. Non. Ils ont dit l'Amérique, c'est-à-dire... Non, mais l'Amérique, mais également le monde entier. Non, ils se foutent de ce qu'on pense. Non, mais d'accord, mais quand même. Honnêtement, c'était fait pour les journalistes américains. Je crois, c'est d'ailleurs le problème, parce qu'il me semble que des conversations diplomatiques qui se passent certainement de façon très violente souvent, mais quand il n'y a pas les caméras, il ne devrait pas y avoir les caméras. Moi, en voyant la scène, et... je n'avais pas tout vu, je n'avais pas vu que Zelensky n'a pas été très malin non plus, mais... Il a eu une ou deux maladresses, mais bien sûr. En voyant la scène, j'ai pensé à la phrase du parrain, je vais vous faire une proposition que vous ne pouvez pas refuser, et je me disais, mais la mafia, quand elle raquette les gens, au moins elle assure leur sécurité. Oui, vous ne pouvez pas parler d'eux. Mais... malheureusement, en fait, comment dire, on peut toujours s'indigner, dire c'est pas bien. Malheureusement, il faut s'habituer à ça. Le monde est un monde de carnivores. Alors il faut qu'on arrête d'être herbivores, c'est tout. Brutal. Il faut qu'on arrête d'être des herbivores. Ouais. Thomas Guénolé. Thomas est un peu herbivore. La doctrine Trump, c'est le retour de l'impérialisme américain le plus brutal. Ouais. C'est la diplomatie du bras de fer permanent. Là, on l'a vu très clairement vendredi. Mais ça veut dire aussi que avec Trump, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de garantie et il n'y a pas de traité de facto, puisque
les États-Unis ont beau être dans l'OTAN, ont beau signer un certain nombre d'accords, Trump vous dit, OK, on va tout renégocier, et il fonctionne comme ça. Donc, quand on dit il est imprévisible, c'est plus grave que ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas compter sur les États-Unis du tout. Sauf si Trump le décide, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas compter sur lui. Ouais. Et donc, dans ce contexte-là, c'est une raison supplémentaire pour que l'Europe fasse sans les États-Unis. Je fais partie des gens. Je fais partie de faire sans les États-Unis. Je fais partie des 3 Français sur 4 à l'heure où je vous parle. Je vous citais le sondage là tout à l'heure, qui pensent effectivement, qui constatent que les États-Unis ne sont plus notre allié. Ouais. Bon, moi, je ne crois pas à cela. Je crois que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts. J'ai dit alliés, j'ai pas dit amis. Oui, c'est vrai. Donald Trump défend les intérêts de l'Amérique. Malgré tout, je vous rappelle que les États-Unis sont un grand État fédéral, qu'il y a quand même beaucoup de pouvoirs divers et variés. Il ne faut pas croire que Trump, qui est déjà en train de baisser dans les sondages, n'aura peut-être pas cette merveilleuse majorité pendant 4 ans. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans déjà. Il est déjà en train de baisser dans les sondages, je vous signale, aux États-Unis. Donc, Trump qui baisse, Macron qui monte en France. Thomas, là, je suis sérieuse, que tu t'attaches trop à l'écume du moment. Je ne crois pas, si vous voulez, que... je crois simplement, effectivement, on ne peut compter sur personne en permanence et pour toujours. On ne sait pas. Je vous ai dit tout à l'heure, si l'AfD demain gagne les élections en Allemagne, elle se tournera certainement beaucoup plus. L'Allemagne se tournera beaucoup plus vers la Russie. Donc vous ne pouvez pas non plus compter sur votre merveilleux couple franco-allemand que vous voulez installer au cœur de votre merveilleuse Europe fédérale. Donc c'est ça les relations internationales. Je crois qu'on peut avoir des alliés, effectivement. On peut signer des accords. Et quand même, l'Amérique est toujours liée, je vous le répète, par le traité de l'Atlantique Nord. Trump a déjà dit qu'il ne considérait pas que ça l'engageait automatiquement. Il l'a dit. C'est vrai ? Oui, il l'a dit. Autant pour moi, je l'ignorais. Mais Trump ne décide pas tout seul. Vous savez que... Ça, si. Non, il décide pas tout seul. C'est pas comme ça la vie. Non, les institutions américaines, sans déconner. Non, sans aucune polémique ou provocation. Dans les institutions américaines, le président est souverain sur la diplomatie et l'armée. Donc il fait ce qu'il veut. Mais pour le coup. Je pense que, néanmoins, non, tout n'est pas institutionnel. Vous avez des pouvoirs institutionnels, ça n'est pas tout. Mais je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui, Patrick, dire à nos auditeurs sérieusement ce qui va sortir de cette séquence. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'Amérique va aller dans l'isolationnisme, dans le rapprochement avec l'Iran et tous les autres avec qui ils ont signé une résolution à l'Assemblée Générale, ce qui n'est pas très important mais symbolique. Non, c'est symbolique. Non, je trouve ça. Mais moi, je me suis dit une chose. Non, mais Trump est pro-russe. Quand j'ai vu comment il traitait Zelensky, je me suis dit, parce que vous savez que j'aime beaucoup Israël, j'attache beaucoup d'importance à l'existence d'Israël, je me suis dit, eh bien, je n'aimerais pas que l'Amérique se comporte comme ça avec son allié israélien, et rien n'indique que ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, au passage, vous avez vu, la proposition sur Gaza, c'était déjà limite. Vous avez vu, oui. Parce qu'il n'a pas prévenu Netanyahou. C'est tellement absurde la proposition sur Gaza. Est-ce que des soldats américains vont aller pour expulser des Palestiniens? Bon, alors justement, petite parenthèse au passage, quand on dit Trump, on l'aime ou on l'aime pas, mais il réveille dans beaucoup d'endroits, et donc il réveille peut-être en Europe, il réveille peut-être ailleurs, en Chine d'une autre manière. Les pays arabes, vous avez vu, se sont réunis hier. En tant qu'Européen, je suis très content qu'on ait Trump. Non mais pour un plan, et eux aussi se sont retrouvés pour un plan de 50 milliards, je crois, de dollars. Vous savez, pour les territoires, on parle en centaines de milliards de dollars. Vous dites 50 milliards de dollars, vous direz d'être cacahuètes. 0826 300 aussi, ça sonne avec Frédéric du côté de Bergerac. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Merci de réagir. Alors votre position, votre réaction, vous sur le sujet. Ma position, j'ai pas vraiment de parti pris pour un cas en particulier. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il fallait quand même rappeler l'histoire. 2014, Maïdan, la guerre au Donbass, il y a quand même eu des causes qui ont eu des effets. Donc il faudrait peut-être, parce qu'à chaque fois qu'on fait on est dans le présent, on oublie toujours le passé. Or l'histoire, il y a des choses qui se sont passées qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'on ne veut pas discuter à condition de raconter des bêtises ou des fakes, comme des fois on en entend des fois sur certains mainstream. Il ne faut pas oublier d'où a démarré cette histoire. Il ne faut pas oublier qui a organisé cette révolution du Maïdan. Derrière, il y avait plus ou moins la CIA. On se demandait ce que faisait l'OTAN en Ukraine. Et maintenant, on veut réparer les pots cassés.
moi, en tant que Français, franchement, déjà, on nous dit qu'elle n'a pas de sous pour les hôpitaux, pour ci, pour là. Ouais. Continuer à filer du pognon parce que Mme von der Leyen veut lever une armée européenne. Je vois, voilà, l'armée européenne ne peut pas exister puisque l'Europe, à la limite, on peut dire qu'elle n'existe pas de toute façon. Donc, c'est du cinéma, on nous promène. Je crois que c'est une histoire de nous faire peur. On veut nous gouverner par la peur. La Russie va venir, une fois qu'ils auront d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas pu prendre l'Ukraine, de toute façon, à condition qu'ils l'auraient voulu. Donc je ne vois pas comment ils pourraient s'attaquer à d'autres pays européens. Donc toute cette histoire de dire il faut s'armer, il faut dépenser de l'argent, on n'a pas d'argent, on est en déficit. Aujourd'hui, il faut réindustrialiser le pays. Donc je pense que Trump, il est dans ce qu'il fait, avec son copain Musk, déjà commencer à fouiller un peu dans nos comptes, voir tout le pognon qui est gaspillé à droite à gauche, toute la corruption qui existe, et puis voilà. Alors moi j'ai peur que cette guerre qu'ils veulent faire, c'est pour essayer de masquer tout ça. Masquer les casseroles. Non, mais voilà. je comprends votre réaction, hein. Frédéric. Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, pour conclure. Vous évoquiez, oui, puisque monsieur vous évoquez l'histoire. Quand je vous écoute, je me dis qu'effectivement l'histoire se répète, c'est-à-dire que vous dites qu'il faut pas aller mourir pour l'Ukraine, comme d'autres disaient. Comme d'autres disaient, c'est ce que j'ai entendu. Comme d'autres disaient qu'il fallait pas aller mourir pour Danzig. C'est-à-dire que, encore une fois, on a cette idée, non mais voilà, on n'a pas à s'engager pour ça, parce que voilà, l'Ukraine c'est loin. Non c'est pas exactement ça. C'est juste qu'il y avait d'autres choses. Moi je pose la question à nos auditeurs, et c'est là-dessus que je veux conclure. Si ce qui arrive à l'Ukraine ne justifie pas que l'Europe s'engage jusqu'au bout, mais dans quel cas on est prêt à bouger? Alors oui, Elisabeth Lévy, question en forme de conclusion. Je suis entre les deux parce que la réalité c'est que, encore une fois, je ne crois pas que nous allons aller nous battre pour l'Ukraine. En revanche, Frédéric, c'est ça? Oui, cher Frédéric. J'ai un très très grand désaccord avec vous. Je suis désolé, si nous voulons compter, oui, il faut se réarmer. Il faut arrêter de pleurnicher pour nos retraites. Il faut arrêter de compter sur l'État pour tout. Il faut travailler plus, contrairement à ce que... ce que disait Françoise, hein, c'est votre débat d'hier. Il faut travailler plus. Si nous voulons être une grande nation, ça peut pas être le Club Med. Je veux dire, nous ne pouvons pas laisser les autres s'occuper de notre défense. C'est pas possible. Merci Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, merci, et merci Frédéric, merci aux auditeurs qui voulaient appeler, évidemment. J'étais avec vous et toute l'équipe, Manu, Jamel, Laurie, Benjamin, etc., Maxime, beaucoup de monde depuis ce matin, Juliette, je pourrais citer tout le monde, tiens, je le ferai demain matin. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman. D'abord, par la partie média, c'est Christophe Jacubezine, le nouveau directeur de la rédaction des Échos, ça fait déjà un petit bout de temps, déjà avec une nouvelle formule, maintenant sur les applis des Échos, il sera l'invité dans un instant.